Fais-toi une belle vie, c'est le nouveau projet de Guillaume Lemay-Thivierge et c'est aussi une histoire de famille puisque sa conjointe Émilie Bégin et sa fille Charlie Lemay-Thivierge font partie de cette belle aventure. Et Guillaume Lemay-Thivierge est avec nous en studio. Bonjour. Ben, bonjour Guillaume. Merci. Oui, c'est ça, c'est une rencontre de Guillaume. Formidable, la Si vous rencontre de saviez le Guillaume. nombre de Guillaume dans cette station-là ici, Vrai? ouais, il faut utiliser les noms de famille parce que c'est la confusion totale. Alors, on vient tous des années quoi, 75, 76, moi, c'est ça, 76. un petit peu après, mais oui, les années 70. Non, ah ouais, Ouais, 70, ouais, mais mon Dieu, faites jeune, faites jeune. Fait monsieur. 79. Voilà. Ah ben, Voilà. Quand même, on est J'aime honnête. l'arrondissement, Quand même, on il est faut. presque rendu. On est dans les années 70 quand même. Vous allez bien? ben oui, c'est un plaisir. Très Ben oui, occupé, tout à bien fait. sûr. Oui. C'est beaucoup de projets. J'aimerais qu'on parle, bien sûr, de ce qui s'en vient. C'est présenté le 21 avril à 20h à la salle Albert Rousseau. Fais-toi une belle vie. Je le disais, une aventure de famille. Comment ça se passe de jouer avec sa conjointe et sa fille aussi? Est-ce que ça ajoute une pression supplémentaire? Comment on entrevoit un projet comme celui-là? Je pense qu'on le voit comme un peu tous les projets, comme je dirais un patron d'une entreprise qui Oui. décide de travailler avec ses enfants ou quelqu'un qui démarre, peu importe quel genre de projet. Quand on embarque notre famille, c'est un couteau légèrement à double tranchant. Sauf qu'au théâtre, on est là pour avoir du plaisir d'abord et avant tout. On n'est pas là pour faire de la rentabilité énorme. On veut que ça marche, puis on veut pas perdre On veut de arriver à la sous. fin On du veut mois, arriver- forcément. Là, mais, Oui, ouais. absolument. Sauf qu'on est là pour divertir. On est là surtout pour divertir dans la comédie. Et Fais-toi une belle vie ne fait pas exception à ce désir-là que j'avais de faire rire et d'amuser les gens. Ce que j'ai depuis longtemps, c'est pour ça que je suis dans ce domaine-là et pour ça que je m'y plais bien aussi. Je sens que je suis... C'est drôle parce que vous en parliez juste avant. Tous les problèmes qui existent, que ce soit le taxi, que ce soit... Bon, toutes les histoires qui se passent quotidiennement sont souvent terribles. C'est des épreuves épouvantables. Des drames humains derrière Des tout ça. drames humains Ouais, tout ouais, le temps présents. Et quelqu'un m'avait déjà fait la remarque que les artistes sont un peu l'huile qu'on va retrouver dans un moteur. Il est là pour... Il va pas faire avancer nécessairement, mais il va faire du bien. Il va faire en sorte qu'on est capable d'endurer Et chaque cette matin, le moteur misère-là. va tourner. Exactement. Et il va pas nécessairement briser ou il va briser beaucoup plus tard parce qu'on est là pour lubrifier la douleur humaine qui Ouais. existe de façon journalière. Puis moi, Fais-toi une belle vie, ben, j'avais envie que ma famille immédiate, parce qu'il faut comprendre que quand on est un producteur, on peut décider. Oui. Quand on n'est pas producteur, on attend la décision des autres producteurs. Puis on espère donc qu'ils vont dire oui si tu proposes, par exemple, que ta fille ou que ta blonde joue avec toi, tout ça. Moi, j'avais le goût de prendre ce contrôle-là puis de l'essayer. Je suis un gambler dans la vie. Alors, ma paye passerait au casino, mais comme j'ai décidé de ne pas devenir un joueur, comme mon père l'est, par exemple, j'ai décidé plutôt de m'en aller vers le risque contrôlé. Et pour moi, ben, de devenir un producteur de théâtre, ce que j'avais jamais fait dans la vie, ça faisait partie d'un beau risque contrôlé, puis ça me permettait de m'amuser avec des gens que j'aime. Est-ce que vous sentiez qu'une proposition familiale comme celle-là n'aurait pas passé avec un producteur indépendant, qui n'aurait pas été vous? Les deux réponses seraient bonnes parce qu'un producteur pourrait imaginer la chose en se disant c'est une très bonne idée ou ben non, j'ai imaginé quelque chose de différent qui serait mieux, je le sais pas, probablement pas parce que bon, on le sait pas, ça arrivera, on pourra pas le comparer. Mais en bout de ligne, pour moi, c'est important. Puis la chose aussi qu'il faut imaginer, puis tout le temps se remettre en tête, c'est que dans cet univers-là, pourquoi on aime les Xavier Dolan de ce monde? Pourquoi on aime les Robert Lepage de ce monde? Parce que c'est une vision qui est très personnelle. Et Robert Lepage, d'ailleurs, qui est un homme que j'aime beaucoup et que j'ai rencontré à quelques reprises, me disait, plus c'est personnel, plus c'est universel. Alors, son 887, par exemple, Oui, c'est qui est à ça. peu près le projet le plus personnel qu'il n'a pas fait. C'est hyper personnel. Ça fait le tour du monde, tout le Uh-huh. monde s'y intéresse. Alors, c'est un peu ça, c'est de garder la vision puis de l'accepter, cette vision-là, et de ne pas vouloir absolument plaire à tout le monde en même temps, mais à ce qu'on pense qui est une belle, je sais pas, comment dire, à croire aux belles valeurs qu'on a, d'abord humaines, puis de les mettre de l'avant. Mais moi, ma valeur la plus importante, d'abord, c'était de faire rire. Moi, j'aime rire. Je m'ennuie rapidement au théâtre. Alors, j'ai construit, c'est pas moi qui l'ai construit directement, mais avec Yves Desgagnés, le metteur en scène, François Chénier, on a construit une pièce pour amuser les gens, mais les faire réfléchir. C'est ce que j'allais vous dire. Vous parlez de divertir, amuser, mais il y a une portion réflexion, il y a une portion actuelle, branchée vraiment sur la modernité. On parle de dépression. Je vous laisse résumer en gros cette histoire-là de Fais-toi une belle vie. Oui, bien, Fais-toi une belle vie, c'est un homme qui est en dépression, qui est en burn-out complètement pour un surmenage de travail et plein de choses qui peut lui avoir arrivé dans le passé. Et bref, lui et ses amis décident de s'acheter un chalet, qui est souvent le rêve de beaucoup de Québécois, justement. Ou bien on s'en va en Floride pendant l'hiver, ou bien on s'achète un chalet puis on en profite le plus souvent possible. Ce chalet-là va faire en sorte que la proximité de ces amis-là va devenir
insupportable. Et on va se rendre compte que le vrai drame de cet homme-là que j'incarne, c'est d'être entouré par des gens comme ça. Et il s'en est pas rendu compte tant qu'il n'a pas été tous les jours avec eux dans un Confronté à chalet. ces gens-là. Confronté, oui. Puis souvent, on dit qu'on choisit nos amis. Des fois, on oublie de les déchoisir. On oublie de s'en débarrasser après un moment quand on se rend compte que la relation est devenue toxique. Et c'est ça qu'on met en lumière. On montre des gens qui vont pas nécessairement très bien, qui sont pas complètement équilibrés, qui ont des bonnes intentions, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et la personne qui nous fait réaliser ça, c'est la petite Charlie, qui est jouée par ma fille, qui, elle s'appelle Janie Sucre, un nom un peu flyé, mais elle va nous confronter, les adultes, en nous disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle, c'est une petite voisine qui découvre que, bon, ben... il y Qui a épie, qui regarde ce qui se passe et qui Qui regarde ce qui se passe, aussi ouais. la narratrice, bien sûr, de cette pièce-là. Oui, c'est ça, c'est qu'on a décidé de briser le quatrième mur. Et Charlie, elle est la seule qui peut parler au public. C'est un peu son histoire qu'elle nous raconte. C'est l'histoire de 4 adultes qu'elle a vu évoluer. Elle s'est dit, mais ils sont complètement dans le champ. Elle s'est amusée à prendre des bouts de vidéos, faire des stories sur Instagram avec ça, et elle nous le raconte. Alors, elle peut arrêter l'action quand elle veut. Elle peut nous repasser des scènes parce qu'elle dit ça, là, écoutez ça comme c'est imbécile. Là. Je vais vous le remettre. Et C'était là, quelque on chose, recule. ce moment-là. Oui, exactement. Donc, c'est elle qui a le plein contrôle de cette pièce-là qui... Est-ce que c'est le regard d'une adolescente qui est posé sur une situation qui est vécue par des adultes qui apporte cette fraîcheur-là aussi, ce regard différent et ce regard technologique? Forcément, on le comprend aussi avec la mise en scène. Je ne veux pas trop en dire non plus aujourd'hui. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Et dans le décor, vous allez voir, il y a un immense iPhone. Alors, on comprend qu'il y a un côté chalet qui est typique des chalets, là, très, très abordable, je dirais. Mais en même temps, tu as le côté hyper moderne d'un immense On passe ça dans le iPhone prisme qui est de la là. technologie. Oui, tout à fait. Et c'est en fait, c'est une critique qui vient de la tête de François Chénier, qui l'a écrit, mais qui, lui, a une fille de 15 ans. Et il s'est dit, et si ma fille me disait exactement ce qu'elle pense de toute cette société-là, ça ressemblerait à quoi? Mais évidemment, avec sa plume et son aisance à transformer les mots et à jouer avec, ben, ça donne quelque chose qui est extraordinaire parce qu'en bout de ligne, tu te dis, mais personne n'a raison, on est tous pris dans le même bateau, on veut tous s'en sortir, on veut tous que notre vie aille mieux, on veut tous aider un ami qui va pas bien à un moment Mais des donné. fois, nos conseils, ça aide pas nécessairement. Ça aide pas du Ouais, tout parce au qu'on n'est pas contraire. placé pour aider dans le fond. Tu sais, on est juste là en train d'essayer de subir ou d'évoluer dans notre vie. C'est La pas, mise en scène est audacieuse, la proposition l'est tout aussi. Vous êtes le producteur, vous l'avez souligné tout à l'heure, donc vous prenez forcément un risque financier. Je veux Oui, dire, c'est une entreprise, vous êtes un entrepreneur également, et tout à l'heure, vous l'avez souligné, récemment, vous vous êtes ouvert sur les problèmes de jeu de votre père. Oui, oui, oui. Est-ce que ça vous fait réfléchir, tout ça, quand même, l'entrepreneuriat, la prise de risque, le jeu, le gambling, comme vous l'avez dit un peu plus tôt? Mais moi, tant qu'on ne tombe pas dans une situation délicate ou dangereuse pour la vie humaine ou pour la santé, il n'y a rien qui me fait peur. Alors, s'il y a un risque, puis c'est drôle que je dise ça alors que je saute en parachute 100 fois par année, mais Parce que c'est un risque calculé, le c'est un risque parachute. calculé. Forcément, vous pliez le parachute, je veux dire. Ben, tu sais, des ce fois n'est pas moi, des fois Mais c'est pas autre moi qui le personne. plie, c'est ce que je veux vous dire. Non, effectivement, effectivement. Là, je serais peut-être inquiet. Il y aura un danger, je vous le dis. Mais en bout de ligne, je trouve que ce genre de risque-là doit être pris. Parce que c'est un risque qui fait évoluer automatiquement les choses. Ça nous fait évoluer, nous, d'abord en tant que personne, parce qu'on va plus loin, parce qu'on apprend de nouvelles choses. Mais ça fait évoluer aussi les gens qui viennent regarder ce genre de spectacle-là, parce qu'on on critique, on souligne. C'est comme si c'est presque une discussion invisible, Ouais. parce que les gens ont la discussion. Quand une pièce est prenante et bonne et vient nous toucher, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de répondre dans notre tête sans qu'on puisse parler en tant que spectateur. Mais pour moi, c'est ça le but. Puis ma mère disait toujours, les artistes ont la chance de changer le monde à leur façon. Elle trouvait ça très, très, très... Elle était très politisée et elle aimait énormément les artistes. Félix Leclerc, Vigneault, tout ça. Ouais. Et elle me disait, c'est les artistes qui sont capables de changer les choses un peu plus rapidement que les politiciens. Les politiciens vont closer le deal, comme Oui. on dit, mais les artistes vont envoyer la vapeur Ceux de qui vont réflexion. engendrer la réflexion, oui. Oui, souvent, c'est ça. Alors, moi, j'essaie de prendre un peu des deux. Je suis pas politique du tout dans mes trucs, mais j'essaie de faire évoluer quand même. J'essaie de faire réfléchir. Faites-toi une belle vie. Bon, c'est une pièce de théâtre, tout ça. On amène la réflexion là-dedans, mais je fais des conférences aussi, puis j'aime ça, lancer des points de réflexion. J'ai pas les réponses. Je me pose les mêmes questions que tout le monde, mais j'aime ça qu'on se dise, non, ça a-tu du bon sens? Qu'est-ce qui se passe au taxi, là? Bon, là, on demande l'opinion des gens, mais en bout de ligne, là, qu'est-ce qu'il y a du bon sens? Ouais. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon sens là-dedans? Et quelles là, sont tout le les monde- solutions aussi, Ouais. évidemment, quand on s'arrête et on réfléchit, on doit aussi penser à ces pistes-là. Oui, puis la solution du burn-out, à un moment donné, c'est intéressant parce que c'est ma fille qui arrive avec ses grandes paroles de sagesse du haut de ses 15 ans qui dit « Tout part de toi ». Et c'est vrai que tout part de nous. En bout de ligne, quand on se regarde dans le miroir puis qu'on se pose la question, est-ce que je suis en
en symbiose avec ce que je pense vraiment. Est-ce que j'ai fait des actions aujourd'hui qui sont correctes ou incorrectes? Mais c'est nous qui avons la vraie Et réponse c'est de un ça. processus qui demande de l'humilité. Et je reviens aux conférences que vous donnez parce que vous parlez des succès, mais de l'échec aussi. Moi, ma conférence est construite que sur l'échec, que sur les Est-ce qu'on en parle difficultés. assez de l'échec? Est-ce qu'on devrait Est-ce le qu'on en parle glorifier, assez? entre guillemets, davantage, l'échec, en parler ouvertement? Il y a une espèce de tabou là, qui perdure autour de ça. En fait, l'échec peut être crié haut et fort quand on est dans la réussite. Ah, Pas pendant qu'on est dans ça va l'échec. bien dans ce temps-là. Oui, Hein? ça va bien dans ce On temps-là. est plus à Parce l'aise. que quelqu'un qui réussit peut nous raconter tous ses échecs, puis on le trouve Parce extraordinaire. qu'en bout de ligne, il a gagné, Il c'est a ça. gagné. C'est la fin disneyesque de la chose. Là. Ouais. Exactement. Alors que si on est au milieu de notre difficulté, il y a souvent pas grand monde qui veut nous aider, personne ne croit en nous. Alors c'est là que tu vois la vraie détermination humaine, parce que tu te dis, là, je suis tout seul. Alors je m'organise et je vais m'arranger pour que ça fonctionne. Évidemment, une fois qu'on appelle ça le succès, la réussite, peu importe, une fois qu'on a traversé la tempête, c'est là qu'on peut parler de cette fameuse expérience-là de façon très, très positive et donner des trucs aux autres qui vont ou qui ont vécu ce genre de tempête-là sans en être sortis encore. Puis moi, c'est ça que j'utilise dans mes propos. En fait, c'est que la carrière a bien été. Moi, je suis très, très, très chanceux, très choyé. J'ai touché à tout. Mais à un moment donné, j'ai voulu me démarrer des entreprises qui n'ont pas toujours bien fonctionné. Mon école de parachute, ça, c'est un success story. Dès le on début, peut ça a appeler. bien marché, Ça ben a oui. toujours bien marché. Je m'en suis pas trop occupé. C'est ça qui a fait que ça a bien fonctionné. J'ai compris ce fameux principe. Est-ce que c'est un conseil, ça? Oui, oui, toujours s'entourer des meilleurs que soi, ça, pour un orgueilleux, c'est terrible, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais il y a eu d'autres choses où j'ai essayé de démarrer des entreprises qui ont vraiment, mais vraiment mal été. Et c'est ça que je raconte avec beaucoup d'humour. Oui. Moi, j'ai de l'autodérision très, très, très facile. Et je me dis, ça va faire du bien à certaines personnes. Puis d'un autre côté, quand je me retrouve dans les écoles, ben là, je m'en vais dans une autre direction complètement. J'essaie de me remettre à l'âge des jeunes où ils sont là. Des fois, je leur dis des choses terribles. Je leur dis, vous avez peut-être été violés, battus dans leur vie. Je connais pas votre vie, mais je peux vous garantir une chose. La direction que vous allez prendre à partir d'aujourd'hui, elle vous appartient vraiment. Oui, c'est entre vos mains, tout ça. Ouais, vous Pas êtes toujours vraiment plus facile, on libre comprend que le très bien passé. là, qu'on Non, peut traîner un lourd passé, mais on peut quand même se diriger vers un endroit bien précis. c'est très, très Ouais. bien dit. C'est une belle image que vous venez de mettre là-dessus. Oui, effectivement. Guillaume le Métivierge, on a l'impression quand même que tout ce que vous touchez fonctionne, hormis bien sûr les quelques entreprises dont vous parlez dans la conférence. C'est ça. Je vais parler de Ladies Night, ça Oui. se poursuit encore, Oui, oui. 13 au 17 novembre à Québec encore une fois. Est-ce que pour vous, ça c'est un succès, je ne veux pas dire inespéré, mais plus qu'inattendu? Ah, absolument, Ouais. parce qu'au moment où on me l'a proposé, c'était un retour. Hein, la première série de Ladies Night s'est faite il y a très longtemps. Il y a eu un arrêt d'environ 5-6 ans. Et quand on m'a proposé de venir faire le spectacle, écoute, je ne savais pas du tout. Puis on avait une garantie de quelques dizaines de spectacles, à peine, là, tu sais. Et là, ça s'est mis à débouler, ça s'est mis à fonctionner. Les gens rient dans la salle comme des fous, ça s'amuse. Puis nous autres aussi, on s'amuse énormément sur scène. C'est un succès inespéré en général d'avoir une pièce de théâtre. Tu sais, on parle de Brou, Ouais. on a des références comme ça dans nos têtes. Et c'est normal parce que c'est rare de passer à travers le temps. La pérennité La comme ça, ben pérennité oui. est incroyable au théâtre, est extrêmement rare. Alors, même un spectacle de peu importe qui, d'un grand, grand metteur en scène, ben, tu vas faire ta tournée, puis une fois que tu as fait le tour, une fois, les diffuseurs vont nous dire, bon, ben, quel est le nouveau matériel? Et le public aussi, on consomme. Mais ça, c'est un spectacle qui perdure, malgré qu'on est à notre dernière tournée. Oui. Là, on est dans notre vraie dernière tournée d'adieu. Enfin, la Juste première. qu'on annonce peut-être une prochaine, mais en tout cas. Jusqu'à ce qu'on annonce une prochaine, mais dans les plans, c'est pas ça qui est pensé pour l'instant. En terminant, Guillaume le Métivierge, également, il n'y a pas un projet de série aussi avec votre conjointe, Émilie Oui. Bégin, qui est dans les cartons. Il y avait le nom de Fabienne Larouche également Oui. qui tournait autour de ça. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en dire Écoute, davantage? je peux vous dire qu'on a eu une belle rencontre pas plus tard que ce week-end avec, Oh. avec cette chère Fabienne et ça suit son cours. On est bien loin de voir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que quand tu présentes un projet, il faut savoir que ça prend des années. Il faut le développer. Bon, après ça, il faut le faire financer. Ça peut être très, très long. Mais les discussions vont bon train. Et il y a un autre projet aussi qui, lui, fonctionne. C'est avec mes bons amis Vincent Bolduc et Jessica Barker. Et ça va se faire dans un balado. Bon, là, je suis Oh. peut-être en train d'annoncer ça officiellement, mais je ne sais pas, je vais me faire taper ses doigts. Mais ce sera dans la maison de Radio-Canada, donc un balado oui, avec, on produit de plus en plus de balado qui portera oui. sur... qui portera sur tous les sujets, en fait.
qui portera sur tous les sujets dont on a besoin de parler, qu'on a besoin de Ouf, ventiler. et ça, il y en a beaucoup. Il y en a un Donc, la série trolley. va être très longue, elle aussi. Oui, on va Donc- parler d'alimentation, on va parler de la mort, on va parler des vacances avec ou sans les enfants, on va parler de... Ah, mon Dieu, OK, Ah, on oui. est dans les thématiques comme Oui, celle-là. on est des Ah, thématiques. on Ben, a- c'est parce qu'à 3, nous autres, on a 9 oui. enfants. Ça, oh, palais. On a du stock Oui, à raconter. ça fait par bien les rapport choses, à- ça. ouais, Ouais, on a ça du fait du famille. bagage et du vécu. Pour l'instant, Guillaume le Métivier, on pourra vous voir évidemment dans Fais-toi une belle vie. Je rappelle, les dates, c'est présenté le 21 avril à 20h à la salle Albert Rousseau. Une supplémentaire déjà annoncée pour le 2 février 2020. Oui, on est très contents et on n'a pas nommé Sandrine Bisson, qui est, écoute, une actrice Tout aussi spectaculaire mais que jamais. tellement spectaculaire. Les mots sont justes. Merci beaucoup d'être passé en studio. Un Puis plaisir. Maud Cambronne, bien sûr, pour l'ensemble des projets. Très gentil. Un grand merci.